Dans cette présentation, nous allons voir ce que les neurosciences disent sur ce fameux sujet du sexe et du genre et en fait, plus précisément et généralement, de la différence homme-femme, la différence dans la nature de l'homme et de la femme, au-delà même du corps, dans leur personnalité, dans leurs pensées, dans leur cerveau. On se souvient qu'en 1949, Simone de Beauvoir, dans son deuxième sexe, avait écrit la fameuse phrase « On ne naît pas femme, on le devient ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, euh, à la naissance, l'enfant n'a pas encore un cerveau sexué. La petite fille a bien entendu un corps de fille différent du corps d'un petit garçon, mais son cerveau serait lui tout à fait non sexué. Et ce ne serait que progressivement au cours de la vie que la petite fille devient femme. En 2023, nous faisons face à cette situation très triste de la souffrance d'un bon nombre d'enfants concernant leur sexe. Ils présentent ce que l'on appelle une dysphorie de genre. La dysphorie de genre qualifie celle ou celui qui estime que l'anatomie qui est la sienne, son sexe, ne correspond pas à ce qu'il pense être, ce qu'il définit comme son genre. En fait, en 2023, il y a un grand questionnement. Quel est le sens du masculin et du féminin? Y a-t-il une différence homme-femme? Y a-t-il quelque chose à apporter à l'autre sexe en tant qu'homme ou en tant que femme? C'est la troisième grande question. Ainsi, nous avons trois questions à aborder. La première est, y a-t-il une part innée dans la personnalité? Sommes-nous déjà un homme, une femme, dès notre naissance? La deuxième, pour faire face à cette souffrance des enfants, ai-je le corps qui convient à ma personnalité? Et la troisième, plus générale, c'est quel est le sens du masculin et du féminin? Dans cette présentation, nous aborderons précisément, mais uniquement, ce que nous disent les neurosciences. Et pour cela, nous solliciterons l'appui de 4 scientifiques réputés pour la profondeur de leurs travaux, l'intelligence qu'ils ont donnée à leur travail. Donc nous écouterons, nous aborderons ce que nous dit Simon Baron-Cohen, ce que nous dit Dan Siegel, Ruth Feldman, et enfin celui que beaucoup connaissent, Charles Darwin. Notre plan se fera en 3 parties. Tout d'abord naître, ensuite ce lien corps-esprit. Avons-nous l'esprit qui convient au corps dès la naissance? Et enfin, ce que sont le masculin et le féminin. Tout d'abord naître. Eh bien, les neurosciences n'ont absolument aucun doute sur le fait que dès la naissance, nous avons un esprit qui est sexué. Dès la naissance, le petit bébé fille a un cerveau de femme et le petit garçon un cerveau d'homme. Et c'est ce que résume dans sa publication célèbre Arthur Arnold en 2017 dans A General Theory of Sexual Differentiation. Il montre comment, petit à petit, pendant la vie in utero, le cerveau se transforme de manière à devenir celui qui convient pour le corps, un cerveau d'homme pour un corps d'homme et un cerveau de femme pour un corps de femme. Nous-mêmes, nous présenterons dans les moments qui viennent les résultats d'une équipe, celle de Simon Baron-Cohen. Et cela se fera par des réponses à des questions qu'a posées Baron-Cohen. Tout d'abord, il a posé la question, à la naissance et les mois qui suivent,
les enfants de sexe masculin et de sexe féminin se comportent-ils de la même manière? Ou bien au contraire, ont-ils tout à fait les mêmes manières d'être? Eh bien, il est apparu très clairement dans un grand nombre de travaux qu'il a publiés avec les membres de son équipe au cours des années. Les nouveau-nés filles tendent plus à suivre le regard de ceux qui les entourent, sont plus sensibles aux messages de détresse que ne le sont les petits garçons. Et cette particularité de capacité très forte pour le langage non verbal, le langage verbal aussi, eh bien, se développe tout au cours de l'enfance. Ainsi, dès 2 ans, les filles ont souvent plus d'aptitude à la communication verbale et non verbale, et cela est très bien quantifié. De leur côté, les garçons ont souvent un goût plus marqué que les filles pour ce qui est systématique, ce qui est global plutôt que le détail, la recherche des règles générales, l'analyse des mécanismes. Ayant moi-même 15 petits-enfants, je vois bien que les petits garçons sont comme ça. Grand-papa, dis-nous, comment fonctionne cette horloge? Dis-nous pourquoi le moulin qui est au-dessus de la chaleur tourne? Pourquoi il pleut aujourd'hui? En effet, d'une manière globale, les petites filles ont, dès la naissance, une inclination et des aptitudes pour tout ce qui permet l'empathie envers les proches. De leur côté, les petits garçons ont plus d'inclination et des aptitudes pour comprendre, s'intéresser au système, à tout ce qui est l'analyse de l'intérieur des choses, comment cela fonctionne. La deuxième question, donc posée par Baron Cohen au cours de ses études de recherche, c'est mais est-ce que c'est binaire? Est-ce que les petits garçons n'ont aucune empathie, les petites filles aucune aptitude à l'analyse des systèmes? Ou au contraire, est-ce qu'il y a une variabilité? Et la réponse est claire, ce n'est pas binaire, il y a un continuum. Les petites filles, fortes de ces capacités d'empathie, ont aussi, moins, mais aussi, une inclination, une aptitude à la compréhension des systèmes. Et les petits garçons ont aussi une aptitude et une inclination à l'empathie, mais souvent moins forte en moyenne que les petites filles. Ainsi donc, Baron Cohen conclut que dès la naissance, la fille a bien souvent une inclination et une aptitude pour l'empathie envers les proches moins forte est son aptitude et son intérêt pour les systèmes. De son côté, le petit garçon a bien souvent une inclination, une aptitude pour la compréhension, la construction des systèmes. Et il a, mais moins forte, des aptitudes et une inclination pour l'empathie. Ainsi vient la troisième question, mais est-ce que la testostérone, qui est réputée dans un grand nombre de travaux pour être à l'origine de la masculinisation de l'enfant dans le ventre de sa mère, est-ce que la testostérone sécrétée par l'enfant intervient dans la formation du cerveau? Or, on dispose maintenant, pour un grand nombre d'enfants, d'un résultat de dosage de la testostérone dans le liquide amniotique, ce liquide qui entoure l'enfant. Et on constate que ce taux est très variable d'un enfant à l'autre. En effet, dans ce liquide, la testostérone est en quantité variable d'un enfant à l'autre et en général nettement plus haute chez les garçons que chez les filles, environ 2 à 5 fois plus forte en moyenne chez les garçons que chez les filles. Dans cette étude publiée par l'équipe de Baron Cohen, on observe la chose suivante. Vous voyez ce graphique, on a en bas, en abscisse, la quantité de testostérone dans le liquide amniotique. Et on voit qu'elle varie beaucoup, entre 0 et 2, ce qui est une très grande variation. Et on voit que en ordonnée, on a en fait cette ligne qui va
de moins de 10 à plus de 40, qui est le résultat d'un indice qui mesure la capacité et l'inclination à comprendre les mécanismes, à s'intéresser au système. Chaque point représente un petit enfant. Les triangles représentent les garçons. Les ronds représentent les filles, les fillettes. Eh bien, on constate que les petits triangles sont plus à droite, les petits ronds plus à gauche. En effet, cela marque le fait que les petits garçons ont plus de testostérone, donc à droite, que les petites filles qui sont en général en dessous de 0,50. Ceci est simplement le fait que la quantité de testostérone dans le liquide amniotique qui entoure l'enfant est plus forte chez les garçons que chez les filles. On remarque aussi que les petits triangles sont plus hauts que ne le sont les petits ronds en moyenne. Cela signifie que les petits garçons ont plus d'aptitude et d'inclination à comprendre les mécanismes, ce qui explique donc que les petits triangles soient plus en haut. Mais on remarque aussi, et c'est cela le résultat principal de cette étude, que les petits triangles sont tout à la fois plus en haut et plus à droite. C'est-à-dire que les petits garçons ont tout à la fois plus de testostérone et plus d'aptitude et d'inclination à comprendre les mécanismes que n'ont les petites filles. Et c'est pour cela que les petites filles, représentées par des petits ronds, sont plus en bas et à gauche du graphique, moins de testostérone, moins d'aptitude à comprendre les systèmes et d'intérêt à comprendre les systèmes. En fait, un grand nombre de travaux ont été réalisés par la suite et ont confirmé que cela dépasse largement la question des systèmes. Cela se retrouve notamment dans tout ce qui concerne les domaines de l'empathie, de telle manière qu'il est clair qu'il y a un fort lien entre la quantité de testostérone présente dans le liquide amniotique et la personnalité de l'enfant dès les premiers mois et les premières années après sa naissance. Ainsi donc, Simon Baron-Cohen peut conclure avec sa fameuse phrase « Le cerveau féminin est principalement câblé pour l'empathie dès la vie in utero. Le cerveau masculin est, lui, principalement câblé pour la compréhension et la construction des systèmes. Et cela est dû aux gènes et aux hormones qui ont orienté la personnalité avant même la naissance. » Baron-Cohen peut ainsi corriger la phrase de Simone de Beauvoir, car s'il est vrai que la femme devient de plus en plus femme au cours de l'enfance et de l'adolescence, on le verra tout à l'heure, eh bien on naît femme, N-A-I-T. Il n'est pas juste de dire qu'on ne naît pas femme. En effet, la biologie a bien fait que le cerveau de la fillette dès sa naissance est un cerveau de femme. Abordons donc la deuxième partie de notre présentation. Donc, ce sentiment d'être différent dans son corps et dans sa personnalité, dont souffrent certains enfants. Nous allons, pour répondre à cette problématique, poser 3 questions et tendre à leur répondre. La première sera: jusqu'à quel âge se poursuit le développement d'identité sexuelle? En effet, si ces jeunes de 10, 12, 14, 16, 18 ans avaient déjà terminé le développement de leur identité sexuelle lorsqu'ils expriment ce malaise, on serait inquiet. Ils n'auraient plus de force pour les aider à retrouver leur unité. Si au contraire l'identité sexuelle n'est atteinte qu'à l'âge adulte, alors on serait amené à les apaiser, à leur dire « En fait, on comprend ton désarroi, mais tu n'as pas fini ta croissance. » Et c'est bien, comme nous allons le voir, le résultat des études scientifiques.
Et pour nous accompagner dans ce travail, dans cette présentation, nous allons faire appel à Dan Siegel, ce professeur de psychologie de Los Angeles, chercheur et pédagogue, qui est connu pour sa pleine bienveillance et en particulier pour deux expressions qu'il a inventées. La deuxième douzaine dont nous allons parler est l'essence de l'adolescence, montrant que l'adolescence n'est pas l'âge bête, mais une mue du cerveau. En fait, l'identité de la personne se développe de la conception à l'âge de 22-24 ans, et cela en 3 étapes. Une première étape que nous avons commencé à aborder, qui commence à la conception et qui se termine à la fin de la première année du nouveau-né. La deuxième étape, qui est l'enfance, qui n'est pas une étape marquée par les hormones. Et la troisième étape, la fameuse deuxième douzaine, de 12 à 24 ans ou à 22 ans, comme nous allons le voir. Tout d'abord, la première étape dont nous avons présenté l'étape in utero, dans le ventre de la maman, avant la naissance. Et nous avons vu que cela, pendant cette période, les fondations de la personnalité féminine ou masculine sont construites. Mais cette première étape continue au-delà de la naissance, pendant la première année, pendant ce qu'on appelle la mini-puberté. La première année de l'enfant est la mini-puberté. En effet, l'enfant fille a une grande quantité d'estrogènes qu'elle sécrète, et le garçon a, lui, pendant cette première année, de la testostérone qu'il sécrète. Or, on sait que ces hormones agissent sur le cerveau, l'estrogène agissant en féminisant et la testostérone en masculinisant le cerveau. C'est pour cela que cette période est appelée la mini-puberté. Après la première année, l'enfant entre dans l'enfance et jusqu'à 12 ans, il n'aura pas 12 ans, ou parfois un peu moins, 10 ans, eh bien il n'a pas un niveau hormonal particulier. Ce ne sont plus les hormones qui agissent. L'enfant est dans une période de mise en pratique. Il est comme dans un stage pratique qui suit une formation théorique. Donc pendant cette enfance, il développe les inclinations et les aptitudes qu'il a reçues avant, in utero ou la première année. Donc il développe ce qui est inné. Ce stage pratique est évidemment très important. Grâce à leur langage, à leur accompagnement, les parents, l'entourage, l'école peut ainsi très simplement laisser l'enfant développer ses aptitudes, ce qu'il a reçu avant. D'où l'importance donc des jeux à cet âge. Ensuite, l'enfant devient pubère, il rentre dans les 12 années de l'adolescence que nous allons décrire, qui vont se terminer au-delà de la vingtaine et pendant lequel il va développer pleinement son identité sexuelle. Il y a globalement 3 parties. On va dire que les 12 ans se décomposent en 3 fois 4 ans, même si cela n'est pas à prendre de manière stricte. Chacune des périodes peut varier dans sa durée au sein de ces 12 années, et les choses se font toujours dans cet ordre. Cependant, ces 3 périodes des 12 années sont la puberté, la suite de l'adolescence et l'émergence de l'âge adulte. Tout d'abord, la puberté. La puberté, qui est commune aux autres mammifères, c'est cette période où le corps, tout le corps, c'est-à-dire le cerveau et le reste du corps, acquiert les aptitudes à transmettre la vie sous l'effet des hormones. C'est en effet l'âge du jaillissement des hormones, un âge où, chez le garçon, sous l'effet de la testostérone, tout son corps va se masculiniser ainsi que son cerveau. La fillette, la jeune fille, de son côté, a
progressivement une sécrétion croissante d'estrogène et ensuite, plus tard, de progestérone qui vont transformer son corps et son cerveau de manière à devenir pleinement femme. C'est ainsi que, à l'issue de la puberté, garçons et filles ont l'aptitude physique à transmettre la vie et déjà des aptitudes intellectuelles pour materner, des capacités à aimer la personne de l'autre sexe, plus ou moins développée, mais déjà naissante. Ainsi, à l'issue de la puberté, l'enfant, le grand enfant, est capable de transmettre la vie. Cependant, il a encore 8 ans de croissance pour devenir pleinement homme ou pleinement femme, être capable de fonder un couple et plus tard donc de se marier éventuellement. Hein. Et ainsi donc, il y a cette situation commune à tous les mammifères, la fin de la puberté, on est capable de transmettre la vie. Cependant, il nous manque encore donc ces fameuses 8 années qui suivent et qui commencent par les 4 années de la suite de l'adolescence. Ces années-là sont les années de la socialisation. L'enfant tente à quitter sa famille et à aller dans la société. C'est ce moment-là où les enfants ne désirent plus venir en vacances avec les parents qui sont désarçonnés, mais le petit ne nous aime plus. Que se passe-t-il? Pas du tout. Il est nécessaire pour lui d'entrer dans la société, c'est là qu'il vivra. Et cela se passe dans toutes les espèces de mammifères, de telle manière que dans une cage de petites souris, eh bien, s'il y a des adolescentes, c'est la panique, parce que on les voit à ce moment-là devenir turbulentes, quitter papa-maman et faire les 100 coups. Et ceci est vital. Dans d'autres espèces, c'est à cet âge-là que le petit animal change de cadre de vie. Regardez par exemple, c'est à cet âge-là que les éléphants mâles sont rejetés par les femelles de manière à ce qu'ils quittent le groupe des femelles, la harde, et qu'ils aillent errer seuls ou en groupe de mâles pendant les années qui doivent se dérouler avant qu'ils soient capables à leur tour de transmettre la vie. Donc cette suite de l'adolescence est très importante pour la maturation de l'enfant, de manière à ce qu'il soit capable d'entrer dans la vie qui sera la sienne, celle donc la socialisation. Et la troisième partie de cette deuxième douzaine, c'est l'émergence de l'âge adulte, qui est proprement humaine. Période proprement humaine, c'est l'âge en effet où le jeune, garçon ou fille, apprend à discerner, c'est-à-dire à peser les éléments rationnels et les éléments émotionnels, leur donnant à chacun une juste place pour prendre une décision et dire « je veux ». Ce temps est pleinement nécessaire pour devenir un homme ou une femme adulte, capable de liberté, d'exercer sa liberté. Et les neurosciences montrent que c'est un moment d'extrêmement fort développement du lobe préfrontal qui est tellement important justement pour le discernement et la vie sexuelle et familiale. C'est à ce moment donc que l'être devient adulte et termine la maturation de son identité sexuelle. Il est juste de dire, comme cela est écrit sur cette diapositive, l'identité se développe jusque vers 24 ans chez le garçon et 22 ans chez la fille. Et c'est ce que Dan Siegel a si bien développé. Bien sûr, avant cet âge, de grandes difficultés peuvent être ressenties, car
De la même manière qu'on peut avoir du mal à accepter son corps qui change, on peut avoir des difficultés en lettres ou en mathématiques ou dans la relation aux autres. Et ce n'est que progressivement, grâce à l'aide de nos parents, de nos enseignants, que petit à petit on devient adulte. Et bien, de la même manière, on peut avoir des difficultés à voir l'union entre notre corps et notre personnalité. Il convient donc, de la même manière qu'il y a des orthophonistes, il faut qu'il y ait des personnes qui accompagnent ces jeunes de manière à les aider à devenir ce qu'ils sont, hommes ou femmes. La deuxième question posée concernant ce domaine extrêmement important, c'est mais comment se fait l'harmonie entre le corps et l'esprit? Comment les choses se font entre la génétique qui nous rend hommes ou femmes et la liberté qui est ce vers quoi on souhaite tendre? Et pour nous accompagner dans cette réflexion, nous allons faire appel à un troisième grand chercheur en neurosciences qui est Ruth Feldman, professeur de neurosciences et pédagogue réputé, Ruth Feldman, qui enseigne tout à la fois en Israël et aux USA, et qui a découvert et développé la fameuse synchronie biocomportementale. Nous allons aborder les choses sous deux angles. Donc, nous allons tout d'abord faire un rappel sur la place des gènes, des hormones, de l'éducation et de la liberté dans la construction de la personnalité. Et nous montrerons ensuite comment les hormones aident à l'unité corps-esprit. C'est en effet sur ce point que Ruth Feldman a fait de grandes découvertes. Tout d'abord, donc, du gène à la liberté, des chromosomes à la liberté. Eh bien, les chromosomes sont présents dans toutes les cellules, que ce soit du corps ou du cerveau. C'est donc elles qui font l'unité de la personne. Chromosome XY chez l'homme, dans toutes les cellules, ou chromosome XX chez la femme, dans toutes les cellules, faisant ainsi notre unité. Les hormones, quant à elles, agissent elles aussi sur le cerveau et le reste du corps. Donc les mêmes hormones, testostérone chez l'homme, estrogène et progestérone chez la femme. L'éducation, tellement importante pour montrer à l'homme, au garçon, son horizon d'homme et peut-être de père, à la fille, son horizon de femme et peut-être de mère. Et ainsi, elle peut tendre vers son horizon qui est propre. Et alors, avec toutes ces richesses, la liberté va pouvoir s'exercer. Et nos actions, nos choix vont sculpter notre personnalité. En effet, lorsque j'applique mon inclination, mes aptitudes, lorsque je pose des actes, cela façonne mon cerveau. En effet, le cerveau est comme un muscle. Plus j'utilise une zone de mon cerveau, plus il se développe, comme le muscle grossit. Ainsi, si je ressens de l'empathie et que j'exerce cette empathie, les zones de l'empathie se développent. Si je ressens un goût fort pour l'analyse des mécanismes et que je pratique du bricolage, je démonte des systèmes, je les reconstruis, eh bien, les zones de mon cerveau qui ont ces dons et ces aptitudes vont se développer. C'est ainsi que, exerçant ma liberté, je développe les éléments de ma personnalité d'homme ou de femme. Il est donc juste de dire, comme l'a fait Tetcher dans cette revue de neurosciences en 2016, le développement du cerveau est guidé par les gènes, est sculpté par l'expérience. L'unité de la personne vient du fait que l'on développe ce que l'on a reçu comme gène. On devient ce que l'on est. La troisième question, mais c'est comment les hormones favorisent-elles l'unité entre le corps et l'esprit? Et c'est là
que Ruth Feldman a fait avancer les choses de manière très importante? Eh bien, c'est que les mêmes hormones agissant sur le corps et le reste, et le cerveau en particulier, eh bien, c'est comme cela que l'homme, premièrement, sous l'effet de sa testostérone, va avoir un corps d'homme et une pensée d'homme, une personnalité d'homme, un corps d'homme, hein, euh, son panicule adipeux, ses os, ses épaules, sa barbe bien sûr, son visage, sa silhouette. Tout son corps se masculinise sous l'effet de la testostérone, mais sous l'effet de cette même hormone, il va développer la confiance en soi, car la testostérone augmente la confiance en soi. Il va apprendre à gérer son inclination à revendiquer ses droits, car la testostérone augmente la vigilance sur le respect de nos droits, sur le principe de subsidiarité. Cette exigence d'être respecté dans sa capacité de poser un geste lorsqu'il en a les capacités et ne pas que ce geste ne lui soit pas imposé par une autorité supérieure s'il est en mesure de le faire. Et puis, cette troisième grande action psychologique de la testostérone qui est d'agir comme un amplificateur. Amplificateur qui va aller dans le positif, c'est-à-dire que quand l'homme a un projet, sa testostérone le pousse à ce que ce soit un grand projet, que tout soit mis en œuvre. Et si malheureusement il a un projet négatif, de l'agressivité, de la violence, malheureusement sa testostérone va amplifier aussi cette attitude négative. Et donc il est nécessaire qu'il apprenne à bénéficier de ce qui est positif et à modérer ce qui serait négatif. Chez la femme, ce sont donc les estrogènes et la progestérone qui développent tout à la fois son cerveau et le reste de son corps, donc sa belle silhouette féminine, ses hanches, son panicule adipeux, la forme de ses os pour lui permettre que l'enfant sorte d'elle si elle est mère, et donc tout son corps. Et en particulier son cerveau. Son cerveau pour lequel les estrogènes vont l'inviter à prendre moins de risques, à donner plus de place à la dimension émotionnelle grâce à son amygdale cérébrale, l'amygdale cérébrale féminine qui est très particulière et qui a des dons et des aptitudes pour vivre l'émotion, et les estrogènes vont permettre à ces émotions de venir participer à la décision. Cette autre capacité de l'amygdale cérébrale féminine de dénombrer toutes les étapes nécessaires pour atteindre un but et que ces informations viennent au moment de la décision, ce qui explique que la femme prenne en compte toutes les étapes lorsque une décision est à prendre, alors même que l'homme, lui, par sa testostérone, est comme rendu sourd à tous ces détails qui sont cependant nécessaires pour atteindre un but, faisant que l'homme a tendance, lui, à décider aisément. On prend cette décision, on déménage, on va vivre dans le sud, on va vivre en Nouvelle-Zélande, alors même que la femme va dire, mais chérie, tu es très aimable, mais si tu veux que nous fassions ça, pense il faut qu'on vende la maison, il faut qu'on trouve une nouvelle école pour les enfants, et toutes ces sortes de choses. Et donc la complémentarité apparaît grâce aux hormones et au cerveau complémentaire de l'homme et de la femme, qui ainsi donc l'un aura plus des aptitudes à prendre des décisions sans penser aux détails, et l'autre, au contraire, prendra ses décisions, mais en pensant aux détails. Et enfin, chez la femme, moins d'inclination à se lancer dans l'aventure. Donc, apprendre à gérer toutes ces inclinations et toutes ces capacités qui vont avec le corps de la femme, eh bien, tout cela va se faire au cours de ces années de la deuxième douzaine. Et enfin, et c'est là
sans doute la pointe des découvertes de Ruth Feldman, c'est que les hormones sexuelles agissent de manière très fine dans la relation. Et je le présente à propos de la mère qui allait son enfant, car c'est là que les découvertes se sont faites en premier. Lorsque la mère donne le sein à son enfant, c'est une action, en elle sont sécrétées deux hormones, l'ocytocine et la prolactine. L'ocytocine fait éjecter le lait, donc c'est son action sur le corps, mais elle renforce aussi l'attachement de la maman à son enfant, approfondissant la relation. Et ça, c'est l'action de la même hormone sur l'esprit. La deuxième hormone, la prolactine, fait fabriquer le lait par le sein pour la prochaine tétée. C'est l'action d'une hormone sur le corps. Mais cette même prolactine agit sur la personnalité de la femme, sur son esprit, en renforçant le désir de la femme de prendre soin de son enfant. Ainsi donc, on voit que les hormones agissent sur permettant l'unité de la personne entre son corps et son esprit. Ainsi donc, il est juste de dire que l'harmonie intérieure et l'harmonie avec l'entourage se développent par l'interaction entre l'agir et le support biologique. Le corps et l'esprit vivent une synchronie en soi et dans la relation aux autres. Poser des actes en harmonie avec notre biologie est donc très important. Poser des actes d'homme lorsque je suis un homme, poser des actes de femme lorsque je suis une femme, pour devenir ce que je suis progressivement et aider en cela par mes hormones qui agissent tout à la fois sur mon corps et sur mon esprit. Nous pouvons donc maintenant aborder la troisième question. Cette troisième question plus globale, mais tellement importante pour la société, la complémentarité de l'homme et de la femme dans la vie sociale et dans les familles, la complémentarité au sein du couple, des époux, la complémentarité au sein de la fratrie entre garçons et filles, la place de chacun, le grand-père, la grand-mère, les oncles, les tantes. Et pour cela, nous allons faire appel à Charles Darwin. Charles Darwin, ce chercheur infatigable qui a non pas fait des neurosciences, car à l'époque il n'en était pas question, mais qui par ses observations fines et son attention à noter chaque chose, commençant par ses plus de 4 années sur le navire autour de la Terre, le Beagle, et puis pendant les dizaines d'années qui ont suivi, à chercher à comprendre la diversité dans la nature, la beauté. Et il a découvert progressivement combien le sexe, la sexuation, le masculin et le féminin sont des éléments tout à fait clés dans l'évolution des espèces. Et à quoi ont servi les différences psychologiques entre le mâle et la femelle. Nous allons le suivre. Tout d'abord, il a constaté que la plupart des espèces sont sexuées, plus de 95% des espèces sont sexuées, ce qui, comme certaines espèces sont très anciennes et d'autres plus modernes, montre que cette sexuation a eu lieu très tôt dans l'évolution des espèces. Pourquoi donc? Eh bien, cette sexuation est fondamentalement, tout d'abord, une répartition des tâches. Cela est tout à fait clair lorsqu'on regarde le spermatozoïde, semence masculine, et l'ovule, semence féminine. Le spermatozoïde est petit, mais il est mobile. Tout est centré sur l'apport du capital génétique masculin. Et il a donc un flagelle et des mitochondries pour activer ce flagelle et son noyau. C'est tout ce qu'il a. Sa fonction est de se déplacer à la recherche de l'ovule. L'ovule, au contraire, semence féminine, n'a pas besoin de se déplacer. Il attend. Mais grâce à ça, il a pu apporter
tout ce qu'il faut comme nourriture pour les premiers jours de développement de ce qui sera le produit de conception par l'union du spermatozoïde et de l'ovule. Et donc, c'est l'ovule qui apporte la nourriture pour ces premiers jours de développement. Il y a donc répartition des tâches. Le deuxième grand élément lié au masculin et féminin, c'est la nécessité de l'attrait du masculin pour le féminin et du féminin pour le masculin, d'où le jaillissement de la beauté, de l'attirance mutuelle, car c'est de l'attirance mutuelle que jaillit la vie. C'est parce que le spermatozoïde est attiré par l'ovule attiré par le spermatozoïde, qu'ils s'unissent et de la même espèce. Un spermatozoïde mis en regard de plusieurs ovules ne va aller qu'à l'ovule de son espèce, qui est le seul qui le laissera entrer. Mais cette attirance mutuelle au niveau de la cellule se retrouve au niveau des individus. C'est ainsi que le mâle et la femelle sont attirés l'un par l'autre selon des règles fixées par les chromosomes spécifiques de l'espèce. C'est là qu'il y a concours de beauté, c'est là que c'est développé progressivement, se sont développées progressivement toutes ces attitudes de beauté, toute la beauté, les couleurs chatoyantes des poissons au fond des océans, la beauté, la magnificence des fleurs dans toute la végétation qui attire les insectes, et la beauté des plumes des oiseaux, la beauté de la crinière du lion, la beauté des formes de la femelle pour le mâle. Toute la beauté a comme mission d'attirer l'autre sexe et donc permettre le jaillissement de la vie. La vie jaillit du masculin-féminin par l'attrait du féminin pour le masculin. Tout cela a abouti à une très grande sélection, accélérant le développement de chaque espèce. Et tout cela a abouti aussi à la structuration de familles au sens large, c'est-à-dire ces groupes d'individus faits des deux sexes et de l'ensemble des générations, les parents et la progéniture, les petits, et dans des espèces plus développées, les grands-parents, comme par exemple chez les éléphants ou les mammifères marins, et chez nous, bien entendu, chez les humains, la famille qui est née donc de l'homme et de la femme, de leur attrait mutuel et de leur engagement pour toute la vie, avec l'attachement et la fidélité, et qui permet de protéger l'enfant, mais aussi les parents, la maman, pendant la grossesse, mais plus généralement les parents, et puis protéger les anciens. Regardez, par exemple, on voit chez les chimpanzés, lorsqu'une vieille n'a plus la capacité d'attraper une banane, par exemple, sur un bananier, eh bien, ce sont les petits qui grimpent au bananier et qui lui tendent une banane. Donc, la famille s'est structurée progressivement dans l'évolution des espèces pour permettre la protection des petits, mais aussi des individus de l'espèce. En fait, tout cela, la structuration d'une famille au sein de chaque espèce, est contenu dans les chromosomes et est propre à l'espèce familiale. On voit ici ces deux inséparables qui semblent si amoureux, et ce n'est pas par choix délibéré de leur liberté qu'ils sont ainsi. C'est leur chromosome qui leur donne cet attrait et cette fidélité pour toute la vie propre à cette espèce. On voit ici ces signes avec leur manière de se conduire avec leurs petits, la structuration de ce groupe familial est là encore contenu dans les chromosomes XY et XX de cette espèce. Il en est de même du lion et de la lionne. Il en est de même pour le loup et la louve, dont on sait qu'ils sont fidèles pour toute la vie,
et pas par choix personnel, mais bien grâce aux inclinations et aux aptitudes données par leur gène. Il en est de même pour la famille éléphant qui est matriarcale, elle. Donc ainsi, la structure familiale est née donc des chromosomes avec les deux dimensions qui sont du masculin et du féminin et de la structuration des générations pour la transmission du savoir. Et ainsi, nous comprenons que le mot-clé de la différence masculin-féminin, c'est la complémentarité. Et cette complémentarité est tout à la fois contenue dans le corps et dans le psychisme. Regardez par exemple sur cette image, nous voyons combien la lionne est svelte, court vite et est capable d'attraper le zèbre ou une autre proie, mais elle en a aussi le goût. Elle souhaite, si j'ose dire, chasser pour se nourrir, bien sûr, mais nourrir aussi ses petits, et pour nourrir aussi le mâle qui va exiger sans doute les bons morceaux. De son côté, le mâle, lui, regardez-le, est beaucoup trop pâteau et rude et n'est pas capable de courir après un zèbre. Il ne l'attraperait pas. Mais si un autre mâle vient agresser leur famille, eh bien c'est lui qui va défendre le groupe familial. Ainsi donc, le corps et le psychisme sont complémentaires. Et c'est le cas chez nous. Nous avons le psychisme qui convient pour notre corps. Un psychisme de femme pour un corps de femme. Un psychisme d'homme pour un corps d'homme. La complémentarité est le cœur de notre différence. Complémentarité homme-femme. Complémentarité entre les générations. Il est donc juste de dire que le masculin et le féminin ont eu une place centrale dans l'évolution des espèces. Le masculin et le féminin, mais aussi les générations, enfants, parents, grands-parents, permettent la complémentarité nécessaire à la vie, car la vie est vulnérable et elle ne peut être protégée qu'au sein de cette complémentarité, au sein de la famille humaine. La famille est le premier lieu de protection de chacun à tous les âges de la vie, et cela se développe, ces aptitudes que nous avons acquises dans la famille, nous allons les appliquer dans la société, de manière à ce que dans la société, hommes et femmes apportent leurs dons spécifiques, et que nous vivions ainsi dans une société plus humaine, promouvant et protégeant chacun à tous les âges de la vie, de la conception à la mort naturelle. Nous pouvons donc conclure avec Dan Siegel, Ruth Feldman, Simon Baron-Cohen, Charles Darwin, que ces apports des neurosciences viennent compléter les réflexions des psychologues et des philosophes. C'est tous ensemble que nous pourrons mieux accompagner les personnes exprimant une souffrance concernant l'identité sexuelle. Nous pourrons donner des orientations favorables pour l'éducation des enfants, cheminer vers une relation homme-femme plus harmonieuse, tout à la fois dans le couple, en faisant une promotion des aptitudes et des inclinations de l'autre, autre qui est un homme, autre qui est une femme, de manière à ce que nous bénéficions de la beauté, de la complémentarité qui nous est donnée dans notre nature pour la famille et la société. Je vous remercie pour votre attention.